Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Madame, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce samedi 15 octobre. Le code minier, on en parle encore un peu plus de 4 ans après son entrée en vigueur. Cette loi suscite encore des contestations. Une délégation des acteurs miniers a été reçue par la ministre de Mines, Antoinette Tsamba, pour parler des dispositions, notamment celles concernant la fiscalité dans ce texte. À la une également, va-t-on vers une réforme en profondeur de la loi sur la liberté de presse? Le texte qui régit cette liberté connaît un début de réforme au gouvernement. Vous allez le voir dans ce journal. Le président Félix Tshisekedi se réjouit de la performance que réalise le gouvernement et les services d'assiette dans la mobilisation de recettes publiques. Ces performances financières donnent à l'exécutif national une marge pour financer les dépenses, notamment des investissements sociaux et d'autres projets d'infrastructure. Fiston Oleko. Les recettes publiques mobilisées ont dépassé les prévisions annuelles. À en croire le ministre des Finances, lors de la 72e réunion du Conseil des ministres, l'État congolais a collecté un peu plus de 14 000 milliards de francs congolais, soit 7 milliards de dollars américains. Au 73e Conseil des ministres de ce vendredi 14 octobre, le chef de l'État a félicité le gouvernement et les régies financières, mais il y a encore de progrès à faire. Le président de la République a félicité toutes les structures directement impliquées dans ces résultats de régie financière, avec une mention spéciale à la Direction générale des impôts et à l'Inspection générale de finances. Ces performances sans appel, a-t-il rappelé, sont les résultats des dispositifs mis en place par le gouvernement sous son leadership pour rapprocher la collecte annuelle de recettes publiques de son potentiel fiscal, estimé actuellement à près de 20 milliards de dollars. Ces prouesses sont également une occasion pour le gouvernement congolais afin que les projets sociaux soient financés. Le président de la République reste convaincu que ces performances constituent une opportunité pour le gouvernement de concrétiser les actions socio-économiques de son programme. Cela devrait se traduire logiquement par un accroissement des dépenses infrastructurelles et sociales au profit de la population, avec une emphase sur les infrastructures de transport et celles de production et de distribution d'énergie. La RDC est l'un des pays de la planète qui se sont montrés relativement résilients face à la crise de la Covid-19. Pour l'année 2023, le gouvernement prévoit de mobiliser 14 milliards de dollars américains. La problématique de la fiscalité, l'énergie électrique et certaines autres dispositions du code minier étaient au centre des échanges entre la ministre de Mines Antoinette Tsamba et une délégation des acteurs miniers. Auprès de la ministre, les opérateurs du secteur minier se sont plaints de la multiplicité de taxes instituées par le code minier. Selon eux, certains frais exigés sortent complètement du cadre légal. Suivez. La ministre de Mines, Antoinette Tsamba Kalambaye, a échangé avec le membre de la plateforme de concertation avec le gouvernement. Au cœur de l'entretien, les problèmes de la fiscalité, la parafiscalité, douane, énergie et les clauses du code et règlement minier. Selon M. Louis Watoum, président de la Chambre de mines qui a conduit la délégation, cette structure va débattre de différents problèmes liés au secteur minier. Aujourd'hui, le secteur minier est astreint à toutes sortes de taxes qui sortent complètement du cadre légal institué par le code minier. Et je crois que cela n'est pas une bonne chose pour le secteur minier, cela n'est pas une bonne chose pour l'image du pays. Ce sont ces choses dont nous voulons discuter et trouver des solutions. Et nous saluons l'ouverture du gouvernement au travers de Madame la ministre qui est prête à nous accompagner dans ce combat et au besoin à faire intervenir les différents ministères sectoriels en charge de ces différents services de l'État pour que nous trouvions réellement une solution. À titre d'exemple, nous avons un guichet unique selon le code de la loi, mais aujourd'hui, le code minier. Mais aujourd'hui, nous faisons face à près de 5 guichets uniques de tous bords. Voilà un simple exemple de ce que nous appelons les sujets qui fâchent. La ministre de Mines a rassuré quant à son accompagnement aux besoins. Elle entend faire intervenir les ministres sectoriels en charge des différents services de l'État. La ville de Kinshasa abritera du 18 au 20 octobre prochain un forum minier. Ce rendez-vous des acteurs du secteur sera organisé par la Chambre de mines de la Fédération des entreprises du Congo.
Les assises ainsi prévues visent à redynamiser la Chambre des mines afin de renforcer son influence dans les décisions qui concernent ces secteurs. Toujours dans le secteur minier, le prix de plusieurs produits miniers qu'exporte la RDC a augmenté sur le marché international depuis le début de la semaine. C'est ce que révèle la mercuriale du ministère du Commerce extérieur. Selon ce baromètre, le prix du cuivre se négocie actuellement à 7 604 $ la tonne contre 7 506 la semaine dernière, et le cobalt se négocie actuellement à 51 261 $ la tonne contre 51 211 $ la semaine dernière. Enoch Issei. Minier d'exportation de la République démocratique du Congo affiche une tendance haussière dans la majorité. Selon les projections des experts de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, le cuivre est en hausse cette semaine à 7 604 $ la tonne contre 7 504 $ la tonne de la semaine passée, soit une hausse de l'ordre de 97,7 $ américains. Le cobalt est aussi en hausse cette semaine à 51 261 $ la tonne contre 51 211 $ la tonne la semaine passée, dégageant un écart de prix positif de 50 $ américains. Le zinc est embelli cette semaine à 2 993 $ américains la tonne contre 2 974 $ la tonne la semaine passée, soit un écart de prix positif de 19,15 $ américains. Seul le thym est en baisse cette semaine parmi les principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo. Il se négocie à 20 727 $ américains la tonne contre 21 483 $ la tonne la semaine passée, soit un écart de prix négatif de 756 $ américains. Quant à l'or, il affiche une tendance haussière cette semaine à 54 $ le gramme contre 53 $ le gramme la semaine passée, soit un écart de prix positif de 1 $ américain. De même, le minerai d'argent est en hausse de 0,65 $ américain le gramme contre 0,62 $ le gramme la semaine passée, soit une hausse de 0,03 $. Le tantal, quant à lui, est stable cette semaine à 380 $ le kilogramme. Autre chose à présent, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a échangé avec André Flahaut, ministre d'État et président honoraire du Parlement fédéral de Belgique, en mission à Kinshasa. Les deux hommes ont parlé spécialement du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Volti Kinki. Le numéro 1 de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, qu'assisté le deux vice-présidents Bienvenu Ilanga Lembo et Didi Manaralinga, a reçu vendredi dans son cabinet de travail le ministre d'État et président honoraire du Parlement fédéral de Belgique en mission parlementaire à Kinshasa, André Flahaut. Le processus électoral en cours en RDC était au cœur de leurs échanges. L'hôte de la CENI, dont c'est la deuxième visite en quelques mois, n'a pas manqué de féliciter le bureau de la centrale électorale pour sa détermination à mener à bon port le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Mais l'entretien avec le président et les deux vice-présidents de la CENI fait partie d'une démarche que j'ai commencée il y a quelques mois d'ici, dans la mesure où les échéances électorales approchent et que venir en mission comme au niveau parlementaire ou aller sur le terrain sans s'informer de l'état d'avancement de la préparation de ces élections à tous les étages fin de l'année 2023, ce serait faire un travail incomplet. Et comme il y a eu les premières rencontres où il y a eu des explications qui ont été données, s'intéresser à l'état d'évolution pour peut-être d'une façon correctement informée, pouvoir témoigner aussi à l'extérieur que le verre de préparation des élections, il est plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, comme certains médias ou d'autres le répandent. Le président honoraire du Parlement fédéral de Belgique, reconnaissant ce qui s'est fait de mieux dans la conduite de ces processus électoraux, a réitéré son invitation au numéro 1 de la centrale électorale de venir en Belgique pour communiquer de vive voix. Et donc ce message-là, je veux aussi le porter en Belgique, où souvent il y a des critiques, et c'est en venant sur place que l'on peut constater que oui, les choses avancent, et les choses avancent de façon ordonnée, de façon structurée et avec beaucoup de crédibilité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai réitéré l'invitation au président de la CENI et aux membres de la CENI de pouvoir venir aussi en Belgique expliquer tout ce qui m'a été expliqué aujourd'hui et que je vais m'efforcer de
de rendre à l'extérieur, parce que je crois que c'est très important pour le peuple, pour le Congo, pour le continent africain dans son ensemble, d'avoir ainsi un processus électoral maîtrisé, organisé et structuré. Le texte qui modifie la loi du 22 juin 1996 sur les modalités d'exercice de la liberté de presse a été adopté par le gouvernement au cours du Conseil des ministres du 14 octobre. Selon le ministre de Communication et Médias Patrick Mouyaya, cette réforme marque le premier pas vers l'effort de la salubrité médiatique recommandé par le président de la République. Suivez. L'élaboration de cette dernière vient marquer le premier pas de la marche vers la salubrité médiatique recommandée par le président de la République au cours des États généraux de la communication et des médias. Cette loi vise aussi à conformer les secteurs des médias à l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication et à encadrer, entre autres, l'exercice de la presse en ligne. Aussi, ces textes apportent-ils les innovations et adaptations suivantes? L'extension de l'objet de la loi à la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo, conformément à l'article 24 de notre Constitution. La garantie de l'exercice d'une presse réellement libre, partenaire au développement. La jouissance effective du droit constitutionnel à l'information pour tout Congolais, comme l'ont soutenu les professionnels des médias, les acteurs sociopolitiques et ceux de la société civile dans les rapports généraux des États généraux de la communication et des médias tenus en janvier 2022 sous la présidence du président de la République sur les réformes légales et institutionnelles du secteur de la communication et des médias. Parlons santé à présent. Dans le cadre de la sensibilisation sur la maladie du sommeil, une équipe de la presse congolaise a visité le centre de dépistage, traitement et contrôle de la trypanosomiase humaine africaine de Maluku. Ce centre spécialisé, l'un de 3 que compte Kinshasa, a servi de cadre pour palper du doigt cette pathologie souvent négligée. Suivez. C'est une descente qui valait bien le coup. Les journalistes, l'équipe du programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine et la coordination nationale de renforcement du système communautaire en RDC ont palpé du doigt cette pathologie à travers le témoignage des malades guéris, des parents d'un tout jeune patient qui se bat encore contre la trypanosomiase et des échanges avec les médecins traitants qui officient au centre de dépistage, traitement et de contrôle de Maluku. La commune rurale de Maluku, qui compte parmi les 5 foyers de la trypanosomiase, constitue une zone endémique encore aujourd'hui. Son centre de dépistage et de traitement accueille même des patients de la maladie du sommeil venant du centre-ville de Kinshasa. Ce centre a la particularité d'être à l'intersection de 2 foyers de la maladie, à savoir l'axe fluvial et le chemin du Grand Bandundu, qui constitue un épicentre de la maladie du sommeil. Un tour au laboratoire a permis une compréhension plus claire de la maladie. L'hôpital de Maluku a développé une expertise nécessaire à l'égard de la trypanosomiase. Ce centre de dépistage vient tout juste de soigner une dame, la cinquantaine, venue de Mouchi dans le Maïndombe à plus de 250 km de Kinshasa. De même, un jeune enfant de 3 ans atteint de la trypanosomiase qui vient de Mbalibana, dans les territoires de Kwamount, à plus de 280 km de Kinshasa, il reçoit des soins appropriés. Le jeune enfant, interné à l'hôpital depuis 4 jours, devra y suivre un traitement spécial de 10 jours à la fexinidazole, une molécule efficace pour soigner la trypanosomiase. Selon les témoignages de la patiente récemment remise de cette maladie, elle a éprouvé des douleurs des articulations, une forte nervosité, de maux de tête. Des symptômes semblables à ceux de la malaria. De même que la famille du jeune patient, elle a en vain soigné le paludisme jusqu'à ce qu'un examen poussé révèle la présence de trypanosome dans le sang des 2. Selon le docteur Danilo Miakala, coordonnateur provincial du programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, cette maladie prend parfois beaucoup de temps pour être détectée parce que ces symptômes se confondent parfois avec ceux d'autres pathologies comme le paludisme ou la fièvre typhoïde. Au stade précoce, il n'y a pas de signe distinctif pour la maladie du sommeil.
Dans sa forme sévère, cette maladie peut se manifester par de troubles neurologiques. Place à présent à la page internationale. La troisième édition de la conférence Pro Meet Up and Learn se tient depuis 3 jours à Douala au Cameroun. Ce rendez-vous consacré au milieu économique porte essentiellement sur le Made in Africa dans la perspective de la zone de libre-échange continentale africaine. Edouard Funda pour les détails. Le commerce intra-africain est jusqu'ici estimé à moins de 20%. L'activation de la zone de libre-échange continentale africaine en 2021 devrait permettre d'accroître les échanges et optimiser la production sur le continent pour garantir un développement inclusif qui bénéficie aux populations locales. C'est pour accompagner cette vision que la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a réuni dans le cadre d'une rencontre professionnelle des entrepreneurs locaux et étrangers, des politiques, des chercheurs et journalistes. Cette troisième édition qui se tient dans la ville de Douala au Cameroun s'articule autour du thème « Mise en œuvre de la ZECAf, la nécessité impérieuse de la promotion des contenus continentaux ». L'objectif de cette rencontre est de constituer une plateforme relationnelle entre les diverses composantes du développement de l'Afrique. Cette plateforme, en restructurant les marchés et les économies du continent, va déboucher sur la transformation structurelle de l'Afrique. Pour les experts, il faudra pour y parvenir investir dans la production locale en construisant des chaînes de valeur, sources d'emplois et de richesses. En ouvrant des travaux à Douala, le PML franchit un cap important pour son ancrage dans le paysage business du Cameroun de la sous-région Afrique centrale, avec le but d'atteindre les objectifs assignés à cette plateforme, à savoir le branding national du Cameroun, les sourcing des solutions et recommandations pertinentes à même de booster les échanges sous-régionaux. Le gouvernement russe a approuvé un accord de coopération avec le Maroc sur l'énergie nucléaire civile. C'est ce qu'indique un décret signé par le Premier ministre russe, publié sur le portail en ligne du gouvernement russe. D'après ce décret, la Russie aidera le royaume chérifien à améliorer et créer l'infrastructure de l'énergie nucléaire pour enfin construire des réacteurs. Jojo Moulamba. Cet accord que vient d'approuver le gouvernement russe prévoit une coopération avec le Maroc dans au moins 14 domaines. En particulier, la Russie aidera le Maroc à créer et à améliorer l'infrastructure de l'énergie nucléaire, à concevoir et à construire des réacteurs nucléaires ainsi que des usines de dessalement de l'eau de mer. Par ailleurs, la Russie va aider également le royaume chérifien à explorer et à développer des gisements d'uranium, à former du personnel pour les centrales nucléaires et à former le personnel de l'autorité de réglementation de la sûreté nucléaire et de radiation du royaume. En approuvant le terme de l'accord, la Russie consolide un peu plus sa position de partenaire incontournable de l'Afrique en termes de développement de l'énergie nucléaire civile. Il y a au moins 3 mois, l'entreprise publique russe Rosatom avait commencé la construction de la première centrale nucléaire d'Égypte. L'annonce du début de travaux coïncidait avec la demande du président ougandais d'une assistance de la Russie pour construire la première centrale nucléaire de son pays d'ici 2032. Fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel des titres. Le code minier, on en parle encore. Un peu plus de 4 ans après son entrée en vigueur, cette loi suscite encore des contestations. Une délégation des acteurs miniers a été reçue par la ministre des Mines pour parler de dispositions, notamment celles concernant la fiscalité dans ce texte. À la une également, va-t-on vers une réforme en profondeur de la loi sur la liberté de la presse? Le texte qui régit cette liberté connaît un début de réforme, vous l'avez vu dans ce journal. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis TV.